Le mot laïcité est aujourd'hui rentré dans notre vocabulaire, mais d'où vient-il? Depuis l'Antiquité, on fait très nettement la séparation entre le pouvoir de l'État, potestas en latin, et le pouvoir spirituel, auctoritas en latin. Alors au Moyen-Âge, on parlait aussi de la théorie des deux glaives. À la fin du XVIIe siècle, John Locke faisait la différence entre l'État, un regroupement d'individus qui veulent vivre ensemble de manière à améliorer leurs intérêts, et l'Église, un regroupement d'hommes qui veulent vivre ensemble pour mieux prier Dieu. Après lui, Bayle, Diderot, Voltaire ont tous parlé de cette séparation. On en parlait, mais on n'avait pas de mot spécifique. Le mot laïcité arrive surtout au XIXe siècle. Il rentre dans le dictionnaire littré au XIXe siècle après une période extrêmement troublée politiquement et socialement. On le forme à partir du mot latin laïcius. Laïcius, ça distingue le commun du peuple par rapport aux ecclésiastiques. Et en ce XIXe siècle, Ferdinand Buisson explique qu'il y a eu le lent mouvement des siècles pour arriver à la laïcité. Autrement dit, la laïcité serait un processus historique de modernisation qui éloignerait nos sociétés lentement de la théocratie. Mais en réalité, le mot laïcité, c'est un mot piégé. C'est un mot piégé pour deux raisons. Tout simplement, comme l'explique Jean Bobéro en 2004, on confond souvent laïcité et sécularisme. Le sécularisme, c'est la perte de sens social des normes religieuses. On va avoir aujourd'hui une école sécularisée, un hôpital sécularisé, des loisirs sécularisés. Laïcité, c'est quelque chose de beaucoup plus général. Ça signifie tout simplement la place des religions face aux institutions. Le deuxième piège, c'est de confondre laïcité et anticléricalisme. En réalité, la laïcité n'est ni anticroyante ni athée. La laïcité est un principe politique de neutralité. Alors, où en est-on aujourd'hui? Peut-être le mieux est-il de considérer les 250 universitaires de 30 pays qui considèrent que le principe de laïcité est un principe universel qui s'applique dans de nombreux pays, mais qui ne porte pas toujours ce nom. En réalité, pour eux, laïcité recouvre trois choses. Première chose, c'est la liberté de conscience et de pratique. Deuxième chose, l'indépendance du champ politique et du champ social par rapport aux normes religieuses. Troisième chose, tout simplement, le respect des êtres humains. Alors, que faire avec tout ceci? Tout le monde parle de laïcité, mais parle-t-on de la même chose? On pourrait peut-être faire un petit jeu. Dis-moi comment tu définis la laïcité, et je te dirai à quoi tu crois. On associe souvent le destin de la laïcité à l'histoire politique et religieuse de la France. La laïcité est nécessairement à la française, car ailleurs, ce sont ou ce seraient d'autres modèles de séparation du politique et du religieux que l'on retrouve ou qui se sont forgés. Le sécularisme britannique, le free thinking américain en sont deux exemples. En fait, il y a autant de relations du religieux au politique qu'il y a de sociétés à travers le monde, mais il est vrai que la laïcité, du moins ce qu'on regroupe sous ce terme, est née dans le creuset de la France avec une histoire idéologique et culturelle particulière. L'esprit des Lumières, la sécularisation, le scientisme, le rationalisme et un certain degré d'athéisme. Mais d'autres modèles ont été forgés dans le temps et dans l'espace, dont certains ne doivent absolument rien à cette superposition de l'athéisme et de la laïcité, et d'autres sont directement sous influence de la France, comme le laïclik turc ou la laïcidad brésilienne. La laïcité peut être perçue ailleurs comme l'extension de ce modèle dit impérialiste de l'athéisme occidental. Il se confond notamment dans le monde arabo-musulman avec l'apostasie, c'est-à-dire la perte de religion ou la perte de croyance, et dans le monde des fondamentalismes juifs et chrétiens avec l'irreligion, voire l'anticléricalisme. Bref, ce qu'on appelle laïque, ce n'est pas celui qui n'appartient pas au clergé, mais ce serait celui qui se revendique d'une anti-religion, voire d'un scepticisme nuisible aux traditions. Ainsi, le modèle français de laïcité admet-il des écarts sensibles et prend-il sens par comparaison avec d'autres contextes nationaux, avec d'autres sociétés? Mais c'est aussi un modèle idéologique marqué par une histoire coloniale. En fait, les différentes laïcités que l'on retrouve hors de nos frontières, nationales ou à l'échelle de l'Europe, sont, une fois de plus, soit très directement inspirées du modèle français, c'est-à-dire comme la Turquie, soit sont nées de manière indépendante, et là, il y a trois exemples très connus, la Chine, la Russie et l'Inde. Ces pays ont des législations qui excluent le religieux de l'ordre politique, mais pas de la vie culturelle. On continue à y être croyant, on continue à y observer des rituels,
Mais le pouvoir, en Inde, en Chine et en Russie, est areligieux et il vise à la gestion plus ou moins neutre de l'immense mosaïque culturelle et religieuse de ces pays. Le cas de la Chine et de la Russie est un petit peu particulier parce que ce sont des pays à racines marxistes qui ont fait de l'athéisme une pensée d'État, qui s'est d'ailleurs maintenue en Chine et qui marque un peu le pas en Russie depuis la chute de l'URSS. En conclusion, ces quelques exemples, certes brossés à très grands traits, montrent combien il faut relativiser un petit peu la prétendue exception française en termes de laïcité et voir qu'ailleurs aussi, ce modèle s'exporte ou s'invente. Le 26 août 1789, l'Assemblée nationale vote la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui accorde la liberté de culte et de conscience à tous les citoyens. Désormais, en France, chacun est libre de croire ce qu'il veut. Les protestants et les juifs, qui étaient jusqu'ici écartés de certains droits politiques, se voient progressivement reconnaître les mêmes droits que les autres citoyens. Pour autant, l'Église n'est pas séparée de l'État. L'Église catholique n'est pas séparée de l'État. Pourquoi ? Parce que l'État a besoin d'argent et pour renflouer ses caisses, a décidé de nationaliser les biens de l'Église en novembre 1789 et en contrepartie salarie les évêques et les curés. Ceux-ci deviennent des fonctionnaires publics et doivent prêter un serment de fidélité à l'État. Or, la majorité des évêques, mais aussi les curés, refusent de prêter ce serment. Il y a une séparation au sein de l'Église catholique, un schisme, qui divise les Français en deux camps et plonge le pays dans un état de guerre civile larvé. Pour faire face à cette situation, l'idée d'une neutralité de l'État s'impose petit à petit. L'État doit jouer le rôle d'arbitre et doit donc être neutre. C'est le sens de la loi du 20 septembre 1792 qui instaure la laïcisation de l'État civil. Jusqu'ici, les naissances, les mariages et les décès étaient constatés par les curés. Ce n'est désormais plus le cas. Il revient aux municipalités de constater ces actes. De même, le divorce et le remariage, qui étaient interdits par l'Église, sont autorisés. L'État, en outre, veut lutter contre ce qu'il appelle le fanatisme, une pratique irraisonnée de la religion qui conduirait à désobéir aux lois. À partir de 1793, la France est en état de guerre civile, mais également guerre extérieure. L'état de siège est proclamé, et toute désobéissance aux lois est punissable de la peine de mort. Par conséquent, des prêtres et des fidèles sont conduits sur l'échafaud parce qu'ils n'obéissent pas aux lois. En septembre 1794, il y a la première séparation de l'Église et de l'État. L'État cesse de salarier le clergé. Mais cette séparation est toute relative, car l'État continue d'imposer aux prêtres et aux ministres de tous les cultes un serment de fidélité. Les récalcitrants sont pourchassés, emprisonnés, parfois même exécutés. Il faut attendre 1801 pour que le concordat signé entre Napoléon Bonaparte et le pape Pie VII mette un terme au conflit religieux. Alors qu'est-ce qu'il faut retenir de cette période ? D'abord la naissance d'un grand principe, la liberté de conscience et de culte, mais également la nécessité d'un dialogue entre les églises et l'État pour éviter toute radicalisation de la politique de l'un et de l'autre. Depuis 1789, la place de la religion dans la société fait débat. Et en premier lieu, la place du catholicisme. C'est la confession majoritaire, ébranlée par les révolutions, tentée par l'alliance avec les pouvoirs autoritaires, installée dans un refus intransigeant du monde moderne. La génération républicaine qui arrive au pouvoir en 1870 voit en elle un adversaire qu'il faut contenir pour établir le régime, mais aussi pour façonner une société centrée sur l'individu, doué de raison et de liberté. Ces deux aspects sont indissociables dans la laïcisation étatique de la décennie 1880, inspirée parfois par un anticléricalisme très violent. Le combat scolaire, associé au nom de Jules Ferry, est l'aspect le plus connu. Mais les mesures pour soustraire la société ou la politique à l'autorité des églises sont variées. On peut en citer quelques-unes. Suppression des prières au moment de l'ouverture des sessions parlementaires, laïcisation des cimetières,
essai de laïcisation du personnel des hôpitaux, service militaire obligatoire pour les ministres des cultes. Le personnel républicain ne se résout pourtant pas à supprimer le système concordataire. Ne vaut-il pas mieux garder un droit de contrôle sur les églises plutôt que de leur accorder une liberté dont elles pourraient abuser? La position à long terme n'est guère tenable. Et la crise politique déclenchée par l'affaire Dreyfus le prouve rapidement. Les congrégations religieuses sont la cible privilégiée à ce moment-là. Elles sont extérieures au système concordataire, mais elles ont un personnel nombreux qui prêche, publie des journaux, enseigne, soigne. La loi sur les associations, voulue par Waldeck-Rousseau en juillet 1901, leur impose un régime d'exception. Des catholiques se mobilisent pour les défendre. Les militants des comités radicaux socialistes, des loges maçonniques, des sociétés de libre pensée ripostent. La guerre des deux France, inaugurée avec la Révolution française, trouve un nouveau départ. La violence religieuse envahit à nouveau la rue. Dans l'immédiat, elle rend inévitable la séparation. Et le président du Conseil, Émile Combes, au pouvoir depuis juin 1902, en tire la leçon en annonçant, le 4 septembre 1904, jour anniversaire de la proclamation de la République, sa résolution de mettre en œuvre la séparation des Églises et de l'État. La loi, dite de séparation des Églises et de l'État, promulguée le 9 décembre 1905, est la dernière des lois de la République qui se laïcise, un processus entamé depuis 1879, soit déjà 26 ans. Elle vient après une série d'incidents diplomatiques avec la papauté. Mais ce sont les plus modérés, derrière le républicain socialiste Aristide Briand, qui l'emportent dans la discussion sur les plus extrémistes, tels le radical Émile Combes. Le propos de la loi est simple. Il s'agit de mettre fin au régime de reconnaissance des 4 cultes, catholiques, les 2 protestants et juifs, une situation qui date de 1802, dite régime concordataire. Ainsi donc, d'après les 2 premiers articles, les cultes ne sont plus financés par l'État, c'est ce qu'on appelle la séparation. Mais au passage, la liberté de conscience ainsi que la liberté de culte sont réaffirmées, ce qui a pu faire dire qu'il s'agissait d'une loi qui établissait la laïcité. Dans le même esprit, les signes et emblèmes religieux sont interdits à l'avenir dans les emplacements publics. Pourtant, des aumôneries publiques sont prévues pour les lieux fermés, comme les casernes, les prisons, les hôpitaux et les internats de lycée. Il s'agissait là de garantir la liberté d'exercice de culte, même dans ces situations d'enfermement. Bien plus, les jours fériés, dont 4 catholiques, Toussaint, Noël, Ascension et Assomption, sont maintenus. En fait, l'essentiel des 44 articles de la loi consiste surtout à établir des règles pour rendre les établissements religieux, qui appartenaient jusque-là à l'État, aux cultes concernés. Des associations cultuelles sont donc prévues pour recevoir ces biens, et un inventaire doit être fait auparavant. L'historien Émile Poulat a montré que la loi de 1905 a depuis été modifiée une 50aine de fois. À retenir surtout, parce que le pape n'a pas voulu constituer les associations demandées, que les églises catholiques sont toujours propriété des communes et les cathédrales propriété de l'État. Enfin, la loi ne s'applique pas à l'Alsace-Moselle, puisqu'elle était allemande à ce moment-là, ni à la Guyane, où un texte de 1828 est toujours en vigueur. Pour les juristes, la laïcité est un principe et non pas une valeur, puisque la question des valeurs n'apparaît pas ni dans les textes juridiques, ni dans la jurisprudence. Texte juridique, c'est d'abord la Constitution, celle de 1958, la nôtre donc, qui rappelle que la République est laïque.
C'est ensuite le préambule de la Constitution de 1946 qui a toujours une valeur juridique, une valeur constitutionnelle, et qui applique en quelque sorte le principe de laïcité plus spécifiquement à l'enseignement public. Ce sont ensuite des lois, notamment beaucoup de lois des années 1990-2015, qui portent sur l'enseignement spécifiquement. Le Code de l'éducation fait souvent apparaître l'égalité. Pas tellement le reste des codes, un petit peu les codes de la fonction, le Code de la fonction publique. Alors pourquoi ? Parce que la question s'est posée très souvent pour les élèves, et dans l'enseignement public aujourd'hui, à la suite de la jurisprudence du Conseil d'État et de la loi, les élèves peuvent arborer des signes d'appartenance religieuse à condition que ces signes soient suffisamment discrets, c'est-à-dire qu'ils ne consistent pas en un prosélytisme, qu'ils ne soient pas provocateurs et qu'ils ne soient pas ostentatoires. En ce qui concerne les enseignants en tant qu'agents publics, ils sont tenus à une obligation de neutralité qui se confond avec la laïcité. C'est une neutralité sur tous les plans, qui est susceptible de varier en fonction du niveau de l'agent, du type de mission qu'il remplit. Un enseignant du supérieur est beaucoup plus libre dans ses propos qu'un enseignant du primaire, par exemple. En ce qui concerne maintenant le reste de l'espace public, alors l'espace public, c'est pas une question de laïcité la plupart du temps, puisque c'est une question d'ordre public. C'est ce qu'a dit en substance la Cour européenne des droits de l'homme en matière d'interdiction absolue du voile intégral dans l'espace public. Elle a considéré que l'ordre public pouvait justifier cette interdiction. La Cour européenne s'est prononcée non pas à l'égard de la France, mais à l'égard de l'Italie, par exemple sur la présence d'un crucifix dans une école publique. Elle a considéré qu'en Italie, au moins, ce signe n'était pas de nature à perturber les élèves qui le connaissaient depuis longtemps et qu'il était suffisamment discret. En France, ce serait probablement différent, mais bon, ce sont des traditions juridiques aussi qui sont un petit peu différentes. La loi de séparation des Églises et de l'État du 9 décembre 1905 n'est pas appliquée sur l'ensemble du territoire français. En France métropolitaine, elle n'est pas appliquée en Alsace et en Moselle. Quant à la France d'outre-mer, eh bien, la loi est diversement appliquée. Il faut se rappeler qu'en 1905, au moment où la loi est votée, l'Alsace et la Moselle ne font pas partie du territoire national. Depuis 1870, elles font partie de l'Empire allemand. En 1918, à l'issue de la Première Guerre mondiale, se pose la question de savoir, au moment de la réintégration de l'Alsace et de la Moselle dans le territoire national, se pose la question de savoir si la loi va être, oui ou non, appliquée en Alsace et en Moselle. Les autorités décident de ne pas appliquer la loi. C'est pourquoi, aujourd'hui encore, en Alsace et en Moselle, l'État français reconnaît et subventionne 4 cultes. Les cultes catholiques, israélites, luthériens et calvinistes. Qu'est-ce que cela signifie concrètement ? Eh bien, cela signifie que pour ces 4 cultes reconnus, le personnel religieux est rétribué par l'État français, qui par ailleurs collabore à la nomination de ce personnel. Autre élément, en Alsace et en Moselle, une heure de religion est prévue à l'école primaire dans les établissements. Et dernier élément, parmi d'autres, il faut savoir qu'il existe en Alsace et en Moselle un code pénal local qui prévoit dans ses articles 166 et 167 des sanctions pour blasphème. Qu'en est-il pour la France ultramarine ? La situation est là aussi très diverse. Pour ce qui concerne les Antilles et la Réunion, la loi de 1905 s'applique. En revanche, en Guyane, c'est une ordonnance royale de 1828 qui régit les cultes. Cette ordonnance royale, toujours en vigueur, prévoit que l'État français subventionne un seul culte. Il s'agit du culte catholique. L'État subventionne ce culte et l'État s'occupe aussi de nommer en collaboration avec les autorités.
Autre spécificité, cette fois-ci dans les établissements français d'Océanie et à Mayotte, c'est le décret Mandel de 1939 qui est en vigueur. Précisons que Mayotte est un département français, que Mayotte est française depuis 1843 et que l'essentiel de la population de Mayotte est musulmane. C'est pourquoi l'État français a maintenu à Mayotte des relations spécifiques avec l'islam. Nous terminerons en rappelant que la loi de 1905 a été appliquée et est appliquée de manière diverse en métropole et dans l'espace ultramarin. Laïcité dans l'entreprise privée. Il faut donc prendre en compte 3 mots. Laïcité, entreprise, privée. Laïcité, c'est un principe qui est inscrit dans la Constitution, qui fonde la République et qui inspire aussi la vie de la société, notamment le Code du travail. Et dans la laïcité, le premier principe est d'assurer pour tous la liberté de conscience. C'est la première phrase de la loi de 1905. Mais il y a aussi entreprise. L'entreprise, évidemment, ça renvoie au domaine de l'économie. Une entreprise, c'est fait pour produire, et donc cela implique d'abord un certain nombre de règles en matière d'hygiène. On ne va pas, par exemple, faire n'importe quoi pour des régions d'hygiène. Ça implique aussi de prendre des mesures en matière de sécurité, y compris dans la manière de s'habiller. Ça implique d'organiser le travail. Chacun ne prend pas ses congés quand il veut, ne part pas du travail quand il en a envie. Ça implique aussi d'accepter des tâches qui sont liées à ce que fait l'entreprise. Et puis le troisième terme, et c'est là que ça devient sans doute le plus compliqué, c'est le terme privé. Parce qu'on pense d'abord privé chacun chez soi, dans sa maison, mais en fait ici, le privé de l'entreprise est un privé où se retrouvent des salariés qui sont différents les uns des autres, y compris dans leurs croyances religieuses et philosophiques. Il faut qu'ils vivent ensemble. Et pour qu'ils vivent ensemble, cela suppose que je reconnaisse que mes droits ne doivent pas empiéter ni se heurter aux droits des autres. Il y a un équilibre à trouver, à apprendre à trouver, qui se fait dans la négociation et notamment, quelquefois, dans un règlement intérieur. Mais on voit bien aussi que cette idée de privé, qui est en même temps une petite société en réduction, en ce qui concerne l'entreprise, peut poser des problèmes parce que chacun a sa manière de la concevoir, et on l'a compris en 2015 avec une affaire qui est très difficile à régler, celle de la crèche de la région parisienne, qui est une crèche privée, mais qui reçoit des subventions publiques, elle a donc affaire avec l'État, et qui enfin est une crèche qui reçoit des enfants, et qui donc peut être assimilée d'une certaine manière à un service public. Alors la combinaison de tous ces éléments explique qu'il n'est pas possible d'imaginer qu'une loi va régler tout ça une fois pour toutes. Il est clair que le règlement ne peut se faire que par la négociation collective et en essayant de comprendre les points de vue des uns et des autres et de trouver la solution qui permet la cohabitation de manière pacifique. La laïcité, on la connaît souvent comme principe. Principe de neutralité et principe de tolérance. Principe de neutralité parce que précisément on cherche à neutraliser ce qui, dans l'espace commun, peut être facteur de division et d'opposition. Et c'est le cas parfois des religions. Principe de tolérance aussi, parce que effectivement, si on neutralise, c'est pas uniquement pour interdire, c'est aussi au nom d'une conception de ce que c'est que vivre ensemble, et de vivre ensemble de façon pacifiée, en respectant mutuellement les convictions et les options de chacune et de chacun, qu'elles soient croyantes ou incroyantes. Mais la laïcité, c'est aussi une histoire. Les relations de la religion et du politique et de la société n'ont pas toujours été les mêmes, et elles ont une évolution. Elle n'est pas à négliger. Souvent, on a une conception abstraite de la laïcité. Mais enfin, la laïcité, c'est aussi des lieux. La laïcité, elle s'explicite, elle se traduit dans des espaces
et des temps où les hommes et les femmes vivent ensemble, ne s'étant pas toujours choisis, et vivant ensemble même parfois de façon très intime. Ces espaces, ce sont la prison, l'armée, l'école à laquelle on pense très très souvent uniquement d'ailleurs, et l'hôpital. L'hôpital, donc, c'est aussi un espace où la question de la laïcité se pose. Pourquoi se pose-t-elle ? Eh bien parce que précisément, l'homme souffrant, l'homme malade, y est présent, malgré lui, 24 heures sur 24 parfois, et avec des gens qu'il n'a pas choisis, et dans toute la dimension de son être, et parfois aussi dans sa dimension croyante. Or, dans notre contexte, la laïcité a fait que l'hôpital n'est plus un hôtel-Dieu. C'est-à-dire que la prise en compte de l'homme malade dans nos hôpitaux s'est concentrée, s'est focalisée sur l'homme malade dans son corps. Quant à la dimension de son existence peut-être, mais la dimension religieuse ou spirituelle, eh bien l'hôpital ne s'est pas construit pour répondre à cette dimension. Dire ceci, c'est dire par conséquent effectivement que l'homme souffrant mobilise toute la dimension de son être, âme et corps compris, si on veut dire les choses de manière simple. Mais ceci alors pose des questions, c'est-à-dire comment la laïcité accompagne cet homme souffrant. C'est dire alors que la laïcité pour les soignants est une méthode. C'est vrai pour des questions aussi simples que comment soigner un témoin de Jéhovah qui refuse la transfusion sanguine, alors que pour son bien et sa santé, on veut le transfuser, alors que ça contredit son idée du salut. C'est vrai pour cette femme musulmane qui refuse, au nom de sa croyance, d'être accompagnée par un gynécologue homme. C'est vrai aussi pour ces cris parfois qu'on entend dans les services lorsque l'homme souffrant ou mourant, eh bien ces cris les accompagnent et sont perçus parfois comme étant du désordre, alors qu'ils sont une forme de manifestation en fait du souci porté à l'égard du défunt. Bref, autant d'enjeux que possible. La charte de la laïcité a été rendue publique en septembre 2013 par le ministre Vincent Peillon. On peut voir plusieurs finalités à l'œuvre avec cette charte. Une première finalité institutionnelle qui s'inscrit dans le cadre de la refondation de l'école de la République. Il s'agit de reposer les fondements de l'école, de réaffirmer les liens organiques qui existent entre laïcité, entre valeurs de la République et l'institution école. À ce titre, la charte doit être affichée dans tous les établissements publics de manière visible. Mais cette finalité institutionnelle n'est pas la plus importante. La charte a une visée pédagogique qui est absolument centrale. Elle a été rédigée de la manière la plus claire et accessible possible pour qu'elle puisse être l'objet d'une discussion, d'un véritable échange entre tous les acteurs de l'école, aussi bien les personnels de l'éducation que les élèves entre eux. Le dernier article de la charte précise bien que les élèves ont à faire vivre cette charte. Au fond, cette charte, elle repose sur un pari qui est que, et c'est le pari de l'intelligence, c'est le pari de l'école, bien comprendre la laïcité, ça ne peut être qu'adhérer aux principes qu'elle énonce. Car ces principes sont essentiellement en faveur de la liberté. La charte met bien en lumière tout le gain de liberté qu'apportent les règles de la laïcité. Je prendrai un exemple qui est celui de la liberté d'expression. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, tous les sujets sont possibles à l'école. On peut parler de tout, y compris de ses convictions, y compris du plus intime et de sa religion. La question n'est pas de ce que l'on parle, la question est de savoir comment on en parle. Et bien évidemment, il s'agit d'en parler de manière à éviter tout prosélytisme, de manière à éviter toute pression. Et c'est là le cœur de la chose qui demande à être enseigné. Enfin, je crois qu'il faut penser à une troisième finalité tout aussi importante, c'est que l'affirmation de la liberté individuelle, si elle est centrale à l'école, si elle doit se construire, et c'est bien en ce sens que l'école est un milieu protégé, elle ne doit jamais se faire au détriment de la chose commune. Et l'école
est aussi ce creuset du vivre ensemble, et la Charte réaffirme avec beaucoup de force cette dimension. Je crois qu'on pourrait considérer que cette Charte, c'est vraiment l'occasion pour l'école de retrouver le sens d'elle-même, de reconquérir du sens pour une école qui très souvent est perçue comme un moyen d'obtenir du savoir et finalement un simple passeport pour l'emploi. Non, l'école est beaucoup plus essentielle à la République, c'est véritablement une institution.